le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mercredi 14 avril 2021, troisième sortie de la page internationale au grand journal du 14h pour la présentation Ealichi Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bernard Madoff, l'un des plus grands escrocs de la finance, est mort en prison aux États-Unis. Bernard Madoff, le plus grand escroc de l'histoire, avec un préjudice de plusieurs dizaines de milliards de dollars, est mort en prison où il purgeait une peine de 150 ans. La cause du décès est inconnue, mais l'an dernier, il disait être en phase terminale d'une maladie rénale et n'avoir plus que 18 mois à vivre. Voici un reportage signé Euronews. Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire, est mort à l'âge de 82 ans dans un pénitencier de Caroline du Nord aux États-Unis où il purgeait une peine de 150 ans de prison. Pendant plus de 15 ans, Bernard Madoff avait détourné près de 60 milliards d'euros. La fraude pyramidale de cette figure de la finance new-yorkaise consistait à piocher dans les fonds de nouveaux investisseurs pour rétribuer ou rembourser les plus anciens. Elle avait été mise au jour en décembre 2008. Bernard Madoff avait été condamné l'année d'après. Il avait plaidé coupable de 11 chefs d'inculpation, notamment pour fraude et blanchiment d'argent. Début 2020, il avait demandé à être libéré en raison d'une maladie mortelle des reins et d'autres problèmes de santé, mais sa requête avait été rejetée par le juge qui l'avait condamné en 2009. En 2013, un fonds des victimes de l'escroquerie à la pyramide de Ponzi de Bernard Madoff a été créé. Aujourd'hui, 37 000 personnes de tous milieux auraient récupéré 70% de leur investissement initial. Au Brésil, la Cour suprême statue sur les condamnations de l'ancien président Lula. 11 juges de la Cour suprême de Brasilia se réunissent ce mercredi pour statuer sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'ancien homme fort du Brésil, Lula da Silva. Il récupère ses droits civiques et politiques, de quoi ouvrir clairement la porte à une candidature à l'élection présidentielle 2022. Voici un reportage de nos confrères de la RT. C'est une audience déterminante pour l'avenir de l'ancien président brésilien. Ce mercredi, 11 juges de la Cour suprême de Brasilia se réunissent pour statuer sur les condamnations prononcées à l'encontre de Lula. Juillet 2017, Luiz Inácio da Silva, dit Lula, est condamné une première fois en appel à plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment. Il est emprisonné et inéligible à la présidentielle de 2018. Février 2019, une nouvelle condamnation tombe pour l'ancien chef d'État. 12 ans et 11 mois de prison pour corruption et blanchiment dans l'affaire de la rénovation de l'une de ses propriétés. Mais le 8 mars dernier, un juge du tribunal suprême fédéral annule ces condamnations dans 4 procès et les renvoie donc à un tribunal fédéral de Brasilia. C'est aujourd'hui à la Cour suprême de rendre son choix, un choix décisif pour l'homme politique de 75 ans qui estime avoir gagné une partie de la bataille. J'étais sûr que ce jour viendrait. Ce jour est arrivé avec le vote du juge Fachin, qui a reconnu que je n'avais jamais commis de crime, qui a reconnu qu'il n'y avait jamais eu de transaction avec Petrobras. Et toute l'amertume que j'ai éprouvée, toute la souffrance que j'ai endurée est terminée. Pas encore blanchi malgré tout dans les affaires de corruption qui pèsent contre lui. Il retrouve malgré tout ses droits et redevient éligible à la présidentielle de 2022. Il affirme son opposition à Jair Bolsonaro et laisse planer le doute sur une potentielle candidature. Je veux retraverser ce pays pour parler aux gens. Le peuple n'a pas le droit de laisser un citoyen qui cause les maux que Bolsonaro cause au pays continuer à gouverner et continuer à vendre le pays. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une attitude que nous devons adopter pour que ce pays puisse se développer à nouveau. Sorti de prison le 8 novembre 2019, car sa condamnation n'est pas jugée définitive, il appelle rapidement à lancer une procédure de destitution contre Jair Bolsonaro, notamment en raison de sa mauvaise gestion de la crise du Covid-19.
Parlons du dossier nucléaire. L'Iran durcit le ton. L'Iran annonce augmenter l'enrichissement de son uranium à 60%, en réponse à l'attaque contre son site de Natanz qu'il impute à Israël, une violation grave de l'accord sur le nucléaire de 2015. Voici un reportage signé TV5 Monde. C'est un nouveau pas en arrière qui éloigne un peu plus l'Iran de ses engagements pris à Vienne il y a 4 ans. Nous avons envoyé une lettre à l'agence disant qu'à partir de ce mercredi, nous allons enrichir jusqu'à 60%. Enrichir l'uranium à 60%, 17 fois plus que la limite fixée par l'accord sur le nucléaire. Un niveau qui se rapproche des 90% nécessaires pour une utilisation à des fins militaires. Téhéran assure que cet uranium sera utilisé à des fins radiothérapeutiques, mais l'installation de 1000 nouvelles centrifugeuses sur le site de Natanz, attaqué le week-end dernier, a bien des allures de représailles. Vous ne pouvez pas conspirer contre l'Iran, commettre des crimes à Natanz. Pour chaque crime, nous vous couperons les mains. Nous frapperons les deux mains, une avec nos nouvelles centrifugeuses et l'autre avec les 60%. Bien sûr que nous n'allons pas rester inactifs. Téhéran montre ses muscles juste avant la reprise des pourparlers pour tenter de relancer l'accord nucléaire de 2015. La réunion à Vienne a été reportée, mais les États-Unis disent vouloir poursuivre les discussions. Nous prenons au sérieux les annonces provocantes de l'Iran concernant son intention de commencer à enrichir de l'uranium à 60%. Cette décision remet en question le sérieux de l'Iran en ce qui concerne les négociations nucléaires et souligne l'impératif de revenir à un respect de l'accord de Vienne. Les Américains répètent qu'ils reviendront dans l'accord uniquement si les Iraniens le respectent à nouveau. Mais pour Téhéran, c'est à Washington de faire le premier pas en levant les sanctions économiques. Direction le Niger, une vingtaine d'enfants morts dans l'incendie d'une école hier mardi. Un feu a ravagé des salles de classe en paille dans le quartier Pays-Bas, en périphérie de la capitale Niamey. Voici un reportage signé Africa News. Le Niger est en deuil après la mort d'une vingtaine d'écoliers dans un incendie. Ce mardi, un feu a ravagé des salles de classe en paille dans le quartier Pays-Bas, en périphérie de la capitale Niamey. Une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans ont été piégés par les flammes. Au lendemain du drame, parents et enseignants sont toujours sous le choc. Parce qu'aujourd'hui, tout le quartier, tout le Niger vraiment, c'est le deuil total. Les petits-enfants des innocents ont été vraiment calcinés suite à cet incendie. Pour remédier à l'insuffisance de classe, le Niger construit des milliers de salles de fortune en paille et en bois. Si les incendies sont fréquents, il faisait rarement de victimes. Nous étions assis et nous avons été informés qu'un incendie s'était déclaré dans l'école. En un rien de temps, c'est devenu une énorme tragédie. Le vent a propagé les flammes de classe en classe, puis on nous a dit que tous les enfants étaient calcinés. Le périmètre de l'incendie bouclé, la police scientifique nigérienne enquête toujours dans l'espoir de trouver des indices quant à l'origine du drame. Aux États-Unis, mort de Daunte Wright, troisième nuit de manifestation à Minneapolis. Un face-à-face tendu avec plus d'une soixantaine d'arrestations a reposé mardi 13 avril au soir des manifestants aux policiers près de Minneapolis. Après la mort d'un jeune homme noir tué par la police pour la troisième nuit consécutive, malgré le couvre-feu, voici un reportage signé France 24. Leur parapluie en guise de bouclier. Gaz lacrymogène contre jet de bouteilles d'eau ou de briques, le face-à-face avec les forces de l'ordre a duré plusieurs heures. 800 personnes au moins se sont déployées tout autour du commissariat de police, bravant ainsi le couvre-feu en vigueur. Des dizaines de manifestants ont été interpellés. Ça devait être un bel événement pour honorer Daunte Wright. Mais ça dérape toujours, parce que la police n'a pas d'empathie. La colère et l'indignation après la mort de Daunte Wright, un jeune homme abattu dimanche soir lors d'un contrôle routier. La policière qui a ouvert le feu dit avoir confondu son arme de service et son taser. Elle a démissionné, tout comme le chef de la police. Mais plus qu'une démission, la famille Wright réclame l'arrestation de cet agent de police. Ce mardi, la famille de George Floyd a apporté son soutien aux proches de Daunte Wright.
Ensemble, ils ont une nouvelle fois plaidé pour la fin des violences policières aux États-Unis. Il faut qu'ils regardent la vérité en face, parce qu'il y a homicide. C'était la même chose pour mon frère. Je veux qu'ils écopent de la peine maximale, tout comme j'aurais écopé de la peine maximale. Réaction aussi du président américain. Si Joe Biden n'a pas appelé la famille Wright, il dit déplorer cette mort tragique et appelle les manifestants à rester pacifiques en attendant les résultats de l'enquête. Ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mercredi 14 avril 2021 au micro Erlich Dorelas. Production Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Ursana à Jacmel. Côté température pour ce jour, il y a du soleil dans le ciel à Boston, 51 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius, à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Joyeux mercredi à tous et à toutes. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens. Rendez-vous c'est pour demain. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.